Eh bien bonjour, vous êtes une fois de plus à l'Institut des Libertés. Et là, ça ne sera pas une conversation entre Emmanuel et moi ou Léonard et moi. Je suis plutôt dans la catégorie choses vécues, où je reçois, comme je l'ai fait à plusieurs reprises avec d'éminents médecins ou d'éminents hommes politiques, quelqu'un qui vit quelque chose, et apparemment il n'est pas le seul à vivre. C'est un homme d'affaires, un entrepreneur, vous savez, l'intérêt que je porte aux entrepreneurs, et qui est en train de souffrir de ce qui s'est passé du Covid et des prêts qui ont été consentis à ce moment-là, et qui se retrouve dans une situation un petit peu critique, d'après ce que je peux savoir. Donc je vais laisser vous présenter, puis ensuite je vais commencer à vous poser des questions pour comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que ce que vous dites, je crois que vous avez raison, c'est que dans le fond, vous êtes vraiment pas le seul dans votre cas, quoi. C'est donc faudra que vous nous expliquiez en quoi votre cas est un petit peu représentatif de peut-être de dizaines ou des centaines de milliers de petites entreprises, quoi. Donc, allez-y, présentez-vous. Bonjour à tous et bonjour Monsieur Gave. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir accepté de m'accorder cet entretien. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, je vis une situation difficile, mais avant d'aborder ce sujet-là, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Antonio Impellizzeri. J'ai près de... Vous êtes donc un bon français. D'origine italienne. Oui, ça j'avais bien compris. Mais je veux dire, comme je sais quelle était la chanson dans le temps en disant et tout ça, ça fait d'excellents français. Vous savez, c'était une chanson qui était dans les... Parce que je veux dire... beaucoup de ces gens qui sont arrivés dans l'immigration d'autrefois, espagnols, italiens, etc., par exemple dans le domaine du rugby, la famille Spanghero était arrivée tous d'Italie, et ça a été des joueurs de rugby absolument mythiques. Donc il y a eu quand même pendant longtemps une espèce d'apport de l'immigration à la France. Il y avait pas les... Si on avait eu, mais enfin, les débats étaient moins rudes qu'aujourd'hui, quoi. Donc vous êtes d'origine italienne, comme Platini. Oui, alors je suis pas sûr, mais il me semble que Platini, il était d'origine sicilienne. Également. Ah oui, c'est pas vraiment l'Italie, ça. si. Parce que donc, en fait, mes parents sont de la Sicile. Ah oui, aussi. Donc, voilà, un chef d'entreprise d'origine sicilienne qui s'attaque effectivement au monde de la finance. Ouais. Et quelque part un peu à l'État. C'est un peu c'est pas le monde de la finance, c'est le monde de la finance étatique, de ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Tout ça, c'est des machins étatiques qui finissent par tourner mal. Mais allez-y, continuez. Donc en fait, voilà, donc j'ai près de 54 ans, donc je suis chef d'entreprise depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc j'ai créé une entreprise de service à la personne qui s'appelle Domicile Bonheur. Voilà, donc c'est une petite entreprise. On a... Là, maintenant, on est devenu une TPE. Avant, on était une PME, puisque là, on a une quinzaine de salariés. On en avait plus du double avant. Suite aux mesures d'empêchement de travailler, suite à la crise dite Covid, voilà, mon entreprise a vu son volume d'activité baisser. Pour continuer sur la présentation... Donc, avant de créer cette entreprise, j'ai travaillé dans le secteur hospitalier et également dans le secteur médico-social, puisque j'ai été directeur adjoint d'hôpital. J'ai notamment dirigé les finances d'un grand hôpital, entre autres. Et avant de créer mon entreprise, j'ai été directeur d'EHPAD. D'accord. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur. C'est pour ça que le courant passe bien, je le sens bien. on est entrepreneur. C'est amusant, c'est quelque chose. Tous les gens s'en rendent pas compte, mais c'est une maladie qu'on attrape très tôt. Oui, une fois qu'on a cette maladie, on n'a pas envie de se soigner pour cette maladie. Non. Voilà. Écoutez, j'ai pas fait que ça. J'ai également travaillé dans l'industrie en tant que responsable comptable et financier, parce que avant de faire un master 2 de management des établissements sociaux et médico-sociaux, j'avais fait des études d'expert comptable. D'accord. Parce qu'au départ, je me destinais à faire ça. Donc, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, comme je vous l'ai dit, dans l'industrie. Et puis aussi, j'ai fait un petit passage dans l'enseignement, puisque pendant un an, j'ai donné des cours d'économie et de gestion. D'accord.
Donc vous avez une expérience assez large et les chiffres ne vous font pas peur. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai utilisé ces chiffres, lesquels chiffres ont été entre les mains de Monsieur le ministre Bruno Le Maire, puisque en quelques heures, j'ai compilé tous les chiffres qui émanent des sources officielles, notamment la Cour des comptes. J'ai compilé tout ça et j'ai fait une petite note qui tient sur 2 pages. Et en fait, j'ai donné à Monsieur le ministre les éléments macroéconomiques en faveur de l'effacement de ces PGE. On va avoir l'occasion d'expliquer pourquoi il faut effacer ces PGE, particulièrement pour les TPE et PME que je me suis donné pour mission de représenter. Alors quand je dis je, est-ce que cette mission me vient peut-être de l'au-delà? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai eu envie. Donc vous avez créé un syndicat aussi. J'ai créé un syndicat qui s'appelle le CIERP. Donc CSIERP, ça veut dire Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Voilà. Alors je donne l'adresse internet, c'est donc www.csierp.fr. Voilà. Donc, essayons de résumer le problème dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous avez sollicité ce prêt parce que votre chiffre d'affaires a quasiment disparu, et qu'il fallait, et puis quand les choses ont commencé à devenir normales, il y a toute une série d'activités qui n'étaient plus là, quoi. Donc vous êtes retrouvé devant un effondrement de votre chiffre d'affaires qui était la conséquence du Covid. C'était pas une des conséquences directes, mais ça a été une conséquence indirecte. Voilà. Et donc vous dites maintenant, écoutez, vous êtes gentil, mais si je ferme, à la limite, l'État, les banques m'ont fait des prêts garantis par l'État, et ces banques maintenant vont se retrouver, donc elles vont acter cette garantie vis-à-vis de l'État. L'État va donc payer cette dette aux banques. Et vous, ce que vous dites, c'est que il serait peut-être plus économique de l'effacer chez les banques, chez les entreprises directement. Et comme ça, le tissu économique resterait un peu moins atteint. Et vous dites, d'après ce que j'ai compris, que ça concerne à peu près, j'essaye au début de placer le problème, la taille du problème, ça concerne à peu près 200 000 entreprises, ce qui n'est pas rien. Tout à fait. À peu près, vous m'avez dit combien de dettes? Donc moi, j'ai fait mes calculs. Donc ça représente, au bas mot, il y a 200 000 TPE, PME qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'accord. Si on ne leur efface pas le PGE. Je donnerai les chiffres plus précis après. Sur ces 200 000 TPE, PME, en fait, ça représente 6,5% des entreprises françaises. Oui. En nombre. En nombre. Et ça, si ce PGE n'est pas effacé, c'est 1 million de chômeurs supplémentaires, une perte pour l'État de 3% de richesse créée, de produit intérieur brut. Donc ça fait, si je fais un calcul sur 2500 milliards d'euros de PIB, ça fait une perte de PIB pour l'État de 75 milliards d'euros. Et la dette est de combien? Alors la dette, sauf erreur de ma part, je crois qu'elle est de 3 000 milliards. Non, la dette à effacer. La dette à effacer. Alors, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi j'arrive à ce chiffre de 37 milliards d'euros. J'ai fait le calcul suivant. Il y a eu 140 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été accordés, toutes entreprises confondues. Il faut savoir que 60% des montants totaux des PGE ont été accordés aux 10% des entreprises les plus grosses. Oui. Voilà. Donc, ces 60%, ça fait 84 milliards sur 140. Donc, ces 10% des entreprises les plus grosses, je pense par exemple à Renault qui a eu un PGE de 5 milliards d'euros. C'est bien. Voilà. Puis, son cours de bourse a augmenté tout de suite dès que les marchés ont appris qu'il avait eu un PGE. Et laissez-moi deviner, si Renault avait des problèmes, il pourrait discuter avec l'État pour échelonner cette dette, ne pas la repayer, etc. J'imagine. Oui, parce que... alors après, peut-être qu'il l'a déjà fait. Puis il y a même mieux, puisque... alors, est-ce que c'est un ami de M. Macron, puisqu'il y a une entreprise toulousaine qui est dans l'aéronautique, dont le siège social se trouve, comme par hasard, dans les îles Caïmans. Écoutez, M. Macron a effacé à cette entreprise 110 millions d'euros de PGE. Alors nous, les petites entreprises... Votre PGE est de combien? Moi, il est de 94 000 euros. Oui.
il a été absorbé en quelques mois. Voilà. Donc, faut pas croire. Voilà. Donc, moi, je demande 94 000 € d'effacement, et moi, on m'envoie sur les roses. J'ai la lettre du ministre de l'économie là avec moi. Là. Donc, en fait, alors, je vais expliquer aussi ça, et puis après, je reviendrai sur les chiffres. Oui. Donc, en fait, comment se fait-il que mon dossier, moi, le petit entrepreneur de province, se soit retrouvé directement sur le bureau de Monsieur le maire, ministre de l'économie? En fait, c'est simple. Vous avez un correspondant qui s'est occupé de vous. Voilà, un sénateur. Ben voilà. Un sénateur, là où se trouve le siège social de mon entreprise. Voilà. Il a fait son boulot. Bah, oui et non, puisque... Enfin, il a envoyé le dossier au ministre, mais le ministre a donné une fin de non-recevoir. C'est ça. D'autant plus que j'avais passé 1 heure avec ce sénateur. Bon, un petit indice, hein, il est rapporteur général du budget à la commission des finances du Sénat. Donc, j'ai passé 1 heure avec lui en lui expliquant tout, notamment que la médiation du crédit, puisque c'est le seul outil qu'on propose aux entrepreneurs en difficulté, bah, c'était un piège. Je pourrais expliquer pourquoi c'est un piège. Donc, je lui ai présenté la situation économique de mon entreprise. Il m'avait demandé des attestations. Donc, je lui ai fourni une attestation effectuée par mon expert comptable. Moi-même, puisque comme je l'ai dit au départ, j'ai des compétences dans ce domaine, j'ai abondé l'attestation de mon expert comptable avec beaucoup plus de détails, en expliquant que mon entreprise était viable hors remboursement PGE. Oui. Vous voulez dire que si on vous enlevait ça, vous pourriez continuer à tourner? Sans problème. Et d'ailleurs, c'est le cas de toutes les TPE-PME dans mon cas. Hein. Donc, on a monté un système pour gagner du temps, et 2 ans après, ça arrive à l'effet inverse de celui qu'on recherchait. Mais bien sûr. Pourquoi ça ne me surprend pas? C'est pas surprenant. Alors après, c'est sûr que moi, comme tout le monde, au début de ce que j'appelle, n'ayons pas peur des mots, l'opération Covid, j'y ai cru au début. Bon, allez, ça a duré 2 semaines. Je me suis réveillé au bout de 2 semaines, et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, malheureusement, je me suis réveillé trop tard parce que j'ai accepté le PGE. Mais d'un autre côté, même si je l'ai accepté, ça m'a permis de ne pas couler tout de suite. Oui. Même si les 94 000 €, qui pour mon entreprise sont énormes, ils ont été absorbés en quelques mois. Bien sûr. Donc voilà, mais en fait... Et votre chiffre d'affaires a baissé de combien? Mon chiffre d'affaires, dès le mois d'avril 2020, il a baissé de 50%. Ah oui, c'est terrible ça. C'est énorme. Hein. Et donc en fait, moi, comme je suis dans un domaine particulier où on a beaucoup de personnes âgées, notamment en perte d'autonomie, bon bah voilà, la psychose aidant. Hein, Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont plus eu accès à vos services, n'ont plus eu recours à vos services. C'est-à-dire ils n'avaient plus besoin de bouger, ils n'avaient plus besoin, ils restaient chez eux. Les gens avaient peur. Ils préféraient rester sans service plutôt que d'accueillir quelqu'un qui pouvait les contaminer. Ah oui, bien sûr. En gros, c'est ça. Et moi-même, naïvement au début, parce que moi, comme beaucoup de Français, j'ai toujours cru pendant des années qu'on avait des dirigeants bienveillants. Oui. Voilà, mais bon, je me suis réveillé. Et j'ai décidé moi-même, alors même que les prestations relatives aux personnes en perte d'autonomie, comme par exemple de l'aide à la toilette, etc., les gens ne nous appelaient même plus. Et puis, il nous a été presque interdit de les prendre en charge. Hein, ou en tout cas, en prenant des mesures de précaution drastiques, hein, etc. Donc moi-même, parce que je ne fais pas que ça, on fait aussi des prestations dites de confort, ménage, repassage à domicile, etc. Pour limiter les contacts, en bon petit soldat, je me suis dit moi-même, bon, on va les mettre en stand-by. J'ai fait une erreur. Donc du coup, il y a quasiment... Pourquoi c'était une erreur? Parce qu'en fait, ils sont plus jamais revenus. Ah oui. Voilà. Donc là... Mais ils sont morts ou quoi? Non, en fait, ils ont pris des habitudes autres, puis ils se sont dit, on se passe des services d'une entreprise de service à la personne. Voilà. Et donc en fait, maintenant, je me retrouve presque 3 ans après, toujours au même niveau. Pour tout vous dire, d'ailleurs, je le dis dans ma première vidéo de présentation, qui date de novembre 2022, que après près de 15 ans de création de mon entreprise, en termes d'activité, je suis descendu 13 ans en arrière. C'est fou. Hein. Et avec un personnel beaucoup plus élevé, j'imagine.
Non. Parce que ça, c'est un autre sujet. C'est que les clients ne reviennent plus. Et pour le peu de clientèle qui reste quand même de nouveau intéressée à mes services, eh ben en fait, je peux même pas répondre à la demande parce que je trouve plus personne pour travailler. Ah, ça c'est autre chose, oui. C'est ce que tout le monde me signale, ça. Plus personne ne veut travailler, oui. Alors bon, j'ai beau mettre des annonces par tous les supports, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc, heureusement qu'il reste encore quelques étudiantes qui veulent travailler, parce que sinon, je trouve plus personne. Donc, on en est là. J'ai été dans une soirée hier soir à Paris, avec une espèce de grande soirée, où j'ai discuté une demi-heure avec le fromager, celui qui amenait les fromages, vous savez. Donc, c'est une entreprise florissante qui a 50 personnes, et il dit qu'il ne trouve plus personne et qu'il fait venir des gens, il leur donne des contrats définitifs tout de suite. Les types signent, ils sont contents, et le lendemain matin, ils viennent pas. Oui. Il me dit, ça arrive tout le temps. Et il dit, c'est extraordinaire. Alors, les anciens, il a une équipe d'anciens qui travaillent très bien, mais alors il dit, ceux qui arrivent comme ça, ils travaillent 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis s'arrêtent. Alors, pour les internautes qui vont faire leurs commentaires en disant, oui, mais bon, ouais, comme tous les patrons, il a qu'à mieux les payer. Je les invite plutôt à réfléchir, à faire preuve de circonspection dans leurs propos, puisque moi, en ce qui concerne mon entreprise Domicile Bonheur, on les paye très, très, très bien. Ils sont tous au-dessus du SMIC. En termes d'indemnité kilométrique, c'est moi qui paye le plus, par exemple, notamment pour mon agence qui se trouve à Nancy. Je suis le seul à leur verser une prime de qualité. Donc, je prends en compte l'appréciation de la qualité de nos services auprès de mes clients. Et plus les clients sont satisfaits des services de mes salariés, et plus celles-ci sont récompensées. Donc, je peux vous dire que moi, elles sont vraiment bien payées. Vous dites celles-ci, c'est plutôt des femmes ? Oui, parce que bon, j'ai déjà eu des garçons, mais c'est très rare dans ce métier. Oui. Voilà, c'est plutôt des femmes, oui, j'ai l'habitude de dire. C'est l'habitude. Non, mais les femmes, tu vois, on voit bien. Toutes les études montrent que si on laisse le choix aux hommes, par exemple, dans les sociétés scandinaves, c'est les sociétés qui ont le plus fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, de loin. Et donc, on arrive au bout de 40 ans de cette lutte pour l'égalité, tous les hommes deviennent ingénieurs et toutes les femmes deviennent infirmières et médecins. C'est-à-dire que les femmes ont une espèce d'attirance particulière pour justement le service à la personne. Tout à fait. Et les mecs, ils aiment avoir des camions rouges, quoi. Et on se rend compte que il y a peu de sociétés dans le monde qui sont aussi scindées que la société suédoise entre les boulots féminins et les boulots masculins. Et c'est curieux. Oui, c'est curieux. Parce qu'on a plus 40 ou 50 ans, on fait exactement tout pour que, dans le fond, les femmes deviennent ingénieurs et les hommes aident à la personne. Non, ça n'a pas l'air de marcher, ce truc. Une femme est une femme, un homme est un homme. C'est vrai comme vous. Vous enregistrez sur un terrain miné. Moi, alors là, on va pas partir là-dessus, parce qu'on n'est pas rendu. Vaut mieux pas. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. On pourra en parler si vous voulez. Mais c'est vrai que, dans ces métiers-là, surtout la gente féminine a une fibre beaucoup plus développée pour aider les autres. Mais voilà. C'est quelque chose, c'est comme ça. Et les gens se sentent... J'ai même des clients qui me disent « Non, moi, je veux pas d'homme. Ouais. Je préfère avoir une femme. Oui. C'est comme ça. Donc, pour en revenir sur les chiffres, donc voilà, mon entreprise est dans une situation catastrophique, n'ayons pas peur des mots. J'ai pris des mesures d'économie pour tout dire aux internautes qui nous font le plaisir de nous regarder. Moi, mon salaire, je l'ai baissé des 2 tiers. Mais oui. Alors après, ceux qui vont dire oui, mais bon, voilà, il avait tant, donc du coup, il lui reste beaucoup. Non, j'avais pas tant. Je préfère le dire. J'ai pas un salaire de ministre. Non, pas du tout. Mais ce que ne comprennent pas les gens, c'est que l'entrepreneur, dans le fond, c'est le paratonnerre. C'est-à-dire, c'est celui, il paye tout, il s'emporte tous les frais, et s'il reste quelque chose, c'est pour lui. Mais si ça marche pas, c'est aussi pour lui. C'est-à-dire que, vous voyez, la plupart des entreprises en difficulté, le patron, en définitive, il touche rien, quoi. Non. Ou quasiment. Moi, demain, je viens plus avoir d'activité, j'ai pas droit au chômage. Oui, mais non, oui, bien sûr. Bien évidemment, mais bon, peu importe. Voilà, donc nous sommes dans un monde dystopique où règne égoïsme et quelque peu... Oui, ce que vous dites est exact, mais c'est surtout un monde, moi, qui m'inquiète énormément. C'est que c'est celui du monde ce qu'on appelle en économie des passagers clandestins. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui vivent sur le système, qui traitent le système, qui font monter le coût du système. Et finalement, si tout le monde devient un passager clandestin, si personne ne veut payer le coût du transport, le système saute. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière tous ces systèmes sociaux une espèce de
d'acceptation que il faut pas abuser. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a éduqué toute une génération à se dire je vais vivre sur la bête sans travailler. Mais c'est un raisonnement que vous pouvez faire au niveau individuel, mais qu'on peut pas faire au niveau global parce que ça marche plus. À ce moment-là, le système explose. C'est ce que dit ce brave Charles Pratt, que j'ai reçu ici. Vous savez, c'est le type qui a fait ses bouquins sur la fraude sociale. Il dit il y a 73 milliards de fraude sociale. On pourrait commencer par faire une enquête exactement, pour faire un audit, pour savoir quelle est cette fraude sociale, parce que 73 milliards, ça aiderait bien le déficit du budget, quoi. Vous vous rendez compte, s'il y a vraiment 73 milliards de ce qu'il faut appeler des vols, eh ben, vous n'auriez aucun problème à toucher à ce qu'on vous enlève votre prêt, quoi. Je veux dire, c'est donc une histoire. On vit dans un monde où celui qui travaille et prend des risques, il en prend plein la tête. Et celui qui, dans le fond, tire sur le système, il est littéralement protégé par une espèce d'omerta. On peut rien dire, on peut rien faire parce que ce serait méchant. Et le pire, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que ces passagers clandestins qui profitent du système, quand le système va sauter, parce qu'il va sauter. Bien sûr, il peut pas ne pas ces sauter. Passagers clandestins, ils vont sauter avec. Mais et à ce moment-là, ils vont comprendre ce que c'est. Voilà. Mais parce que autrefois, vous me direz, je suis un vieux crabe, mais quand même, ne pas travailler. Quand j'avais 20 ans, c'était une honte. C'est-à-dire, quand je faisais des études, il n'y avait pas un gars qui pensait ne pas travailler, quoi. Le but, c'était quand même de travailler, d'ajouter un petit peu à la richesse nationale. Mais l'idée que je vais tirer dessus et je vais rien donner en contrepartie est une idée qui est, si j'ose dire, nouvelle. Hein. Alors justement, pour abonder dans votre sens, et revenir sur les chiffres du PGE, qui est le sujet de notre interview. Bien sûr. Donc, 60% des montants totaux des PGE, c'est-à-dire 84 milliards d'euros, sont allés aux 10% des entreprises les plus grosses avec capacité de remboursement. 40% donc des montants totaux des PGE, soit 56 milliards, sont allés aux 90% des TPE-PME sans capacité de remboursement. Alors ça, c'est les chiffres rapport Cour des comptes juillet 2022. J'ai rien inventé. Ah bon. Donc, voilà mes calculs tout simples. Si on considère que un tiers de 56 milliards accordés aux TPE-PME a été remboursé, alors pourquoi je dis un tiers ? Parce que ça, c'est les Échos entrepreneurs, donc un article qui date du 19 janvier 2023. Attention, parlez dans le micro. Ah pardon, j'ai pas l'habitude. Je comprends ça. C'est lui qui fait des bruits, là. Lui que je montre que vous voyez pas, c'est celui qui fait respecter la loi et l'ordre ici. D'accord. Pardon pour les internautes, je vais redire ce que j'ai commencé à dire. Donc en fait, je disais que je me basais sur un tiers des PGE totalement remboursés en ce début d'année 2023. Donc ça, c'est un article des Échos entrepreneurs qui date du 19 janvier 2023. Donc ça veut dire que ceux qui pouvaient rembourser l'ont fait. Voilà, là, un tiers des PGE sont totalement remboursés en ce début d'année 2023. Comme vous le dites, ceux qui pouvaient le rembourser, voilà, l'ont fait. Et voilà. Donc on peut penser que ceux qui restent, ils doivent ramer. C'est tout à fait ça. Bon, alors ça nous donne combien ? Donc en fait, si on considère qu'un tiers des 56 milliards d'euros accordés aux TPE-PME a été remboursé, soit 19 milliards, le reste, 37 milliards, l'État pourrait décider de l'effacer et payer cette somme aux banques. Ceci, d'après moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ça entraînerait l'assainissement de la situation financière des entreprises concernées. D'un point de vue comptable, mon expert comptable, il attend qu'une chose, c'est que mon PGE soit effacé, et puis il me passera une écriture comptable toute simple. La dette, il va la passer en produit exceptionnel. Voilà. Ça redynamiserait l'économie. Sur lequel vous serez taxé, le produit exceptionnel ? Produit exceptionnel, c'est possible. Bon, parce qu'il pourrait se retrouver avec un... Ouais, mais bon, je préfère payer l'impôt sur les sociétés plutôt que de rembourser 94 000 euros. Mais bien sûr. Puis même, de toute façon, non, je ne payerai même pas d'impôt parce que grâce à M. Macron, mon bilan 2020, près de 100 000 euros de pertes. Ouais. Pertes qu'en Allemagne, le gouvernement a pris en charge. Ouais. Voilà. Même Bruno Le Maire, il voulait le faire. Hein. Voilà. Mais bon, après, il va dire que c'est pas vrai. Mais j'ai la preuve de ça. Voilà. Donc, je répète, ça entraînerait l'assainissement de la situation financière des entreprises concernées. Combien d'entreprises ? 200 000. Et ça redynamiserait l'économie. Et en plus, qu'est-ce que c'est que 37 milliards pour l'État ?
l'État récupérait très vite ces 37 milliards. Pourquoi? Pareil, je me base sur les chiffres officiels. Statistiques DGFiP, septembre 2021, numéro 3, la taxe sur la valeur ajoutée en 2020. Donc, en effet, rien qu'en matière de TVA, les TPE, PME représentent près de 80 milliards d'euros de recettes, 53% du total. Donc, voilà. 53% du total de la TVA? Voilà, des recettes de TVA. C'est énorme. C'est énormissime. C'est énorme. Et donc, les 200 000, ça fait combien en pourcentage des TPE? Vous avez donc, en fait, 200 000 faillites, 200 000 TPE, donc 200 000 faillites potentielles, ça représente 6,5% des entreprises françaises. Oui. Donc, j'insiste là-dessus, si on les laisse couler, bah, c'est 1 million de chômeurs supplémentaires et une perte de 3% du PIB, soit 75 milliards d'euros. Voilà l'enjeu. Donc ça, monsieur Bruno Le Maire, il a eu ça, les chiffres-là entre les mains. Alors, expliquez-moi, on va essayer de comprendre un peu tout ça, parce que bon, l'État est à la fois partie prenante à la perte et au gain, si j'ose dire. Bon, j'essaye de comprendre. Quelle est la raison qu'on vous donne pour expliquer qu'on ne va pas le faire? Parce que moi, si j'étais, je sais pas, ministre des Finances, je dirais, bon, d'un côté, je prends une claque de 35 milliards, mais de l'autre, j'évite de prendre une claque sur les chômeurs, j'évite de prendre une claque sur la TVA, donc ce que je vais vraiment perdre, c'est pas tout à fait certain, quoi. En quelque sorte, il préfère une perte certaine à peut-être une situation qui serait beaucoup plus incertaine, mais où il y aurait beaucoup moins de pertes. Donc, ils se disent, on va prendre cette perte. Donc, ils condamnent à mort 200 000 entreprises, ou je ne sais pas combien, peut-être un peu moins. Et la question, c'est mais pourquoi? Écoutez, là, vous voyez... Essayez de réfléchir, si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous feriez? Si vous étiez dans leurs chaussures, pourquoi vous le feriez? Pourquoi vous ne le feriez pas? Non, moi, si j'étais à leur place, déjà, il y aura... tous les PGE auraient été effacés. Voilà. Déjà, c'est déjà la première chose. Alors, vous dites que c'est ce que l'Allemagne a fait. C'est ce que l'Allemagne a fait. C'est dans le rapport du sénateur que j'ai rencontré. Je l'ai là. Mais l'Allemagne est dans une situation budgétaire un peu moins critique que nous. Oui. Non, mais après, voilà, ça, effectivement, on peut discuter là-dessus. Mais là, l'enjeu, c'est de sauver de la faillite 200 000 entreprises. Vous voyez, aujourd'hui, là, j'ai un badge là sur moi. C'est le badge avec le Christ. C'est le visage qui est apparu sur le linceul de Turin. Absolument, on en a parlé avec M. Zinecki. Et donc en fait, là, c'est le symbole même de la vérité à son paroxysme. De la résurrection, oui. Voilà. Et donc, moi, je porte cette vérité. Et cette vérité me porte. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Voilà. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que, voilà, il y a des raisons inavouées du fait qu'on ne veuille pas effacer... Alors, 200 000 entreprises qui disparaissent, ça va faire la fortune d'un certain nombre de gens, j'imagine, dans les tribunaux de commerce. Eh bien sûr. Je vais vous donner mon exemple. Assez régulièrement, j'ai des grosses boîtes de mon secteur d'activité qui m'appellent et puis qui me disent voilà, monsieur Impellizzeri, on a vu votre site internet, il est bien fait votre site internet. J'imagine que vous avez des difficultés. Oui. Le hasard fait bien les choses. Et ils sont au courant. Donc, j'imagine que vous avez des difficultés. Voilà, c'est pas facile, surtout avec ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc, écoutez, on vous propose de vous adosser à nous. Vous serez plus le patron. Vous serez quand même responsable de vos agences, mais c'est nous qui devenons les patrons. Et voilà, on va vous racheter votre entreprise. Oui, d'accord. Mais pour combien? Pour 1 euro symbolique. Voilà. Donc en fait, si vous voulez... À ce moment-là, ils vous payent un salaire. Et vous me payez un salaire pour être leur larbin, en fait. Vous pourrez être dans votre larbin au bout d'un an de ça, bien sûr. Bon. Et puis après, ils vont m'éjecter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'essaye de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire qu'il y a donc une volonté du gouvernement français d'aider les grands groupes à détruire les petits. Écoutez, encore une fois, la vérité vous rendra libre. Moi, je pense que c'est le cas. En tout cas, on voit ça très bien aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu toute une série de lois qui ont été passées il y a quelques années qui permettaient aux grandes entreprises
grands groupes, pas de pharmaceutiques, mais qui possédaient des pharmacies. Vous savez où on vend les médicaments. Et il y a eu des lois qui ont été prises pour favoriser la concentration dans ce secteur. Et maintenant, vous avez 2 ou 3 grandes sociétés de pharmacie aux États-Unis qui sont en position de monopole et qui imposent leurs prix. Et donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'État français est fondamentalement favorable à établir des positions de monopole pour les copains. Mais bien sûr, c'est archi clair, c'est archi clair. Et d'autant plus que, quel est l'intérêt pour l'État de demander et de conseiller aux entrepreneurs qui sont dans une situation catastrophique comme la mienne à cause du PGE et à cause de leurs mesures liberticides qui n'ont pas eu lieu en Suède, par exemple. D'empêchement de travailler. Personne en Suède n'a arrêté qui que ce soit. Voilà. Nous, on n'a pas demandé d'arrêter de travailler. Et on pouvait continuer à travailler. Bref, ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet intéressant parce que ce qui transparaît au travers de ce dossier, c'est quand même quelque chose de très important. C'est que dans le fond, cet enfermement des gens, c'était une façon de tuer tous ceux qui étaient proches des gens et de transférer une partie importante de la clientèle vers des groupes qui sont peut-être un peu moins proches des gens, quoi. Mais écoutez, moi je sais lire, hein. Donc il vous suffit de prendre la page 384 du livre de M. Klaus Schwab, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, président du Forum économique mondial. Dans son bouquin sorti en juillet 2020, hein, donc ce monsieur est un devin, c'est marqué noir sur blanc, j'ai la page là avec moi s'il le faut, hein. Donc page 384 de son bouquin Covid-19, la grande réinitialisation, donc sorti en juillet 2020. Hein. Donc je rappelle que l'opération Covid a été déclenchée en mars 2020. Donc c'est marqué noir sur blanc que grâce au Covid, 75% des petites entreprises vont fermer et ça sera bien pour les grosses sociétés. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe. Écoutez, moi, c'est quand même. J'invente rien. Non, mais on a vu ce mouvement un petit peu partout. Je veux dire, aux États-Unis, il y a et ça déclenche quelque chose d'intéressant, c'est que j'essaie de réfléchir à haute voix avec vous ici. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, nos gouvernements ne gèrent plus du tout en fonction de ce qu'on appelait autrefois le bien commun. Vous savez, qui était une vieille idée, justement, de l'Église catholique. Une belle idée. Une belle idée que, dans le fond, il fallait aider. Et une des façons d'apporter le bien commun, c'était quand même de permettre la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, la liberté de... C'était une des... on était heureux quand on était libre, quoi. C'est une vieille idée. Hein. Et là, ce qui est en train de se passer, qui est très curieux, c'est qu'ils gouvernent non plus du tout pour le bien commun, mais pour une partie du tissu économique qui cherche à établir des monopoles. C'est ça. Et on le voit partout. On le voit partout. Et c'est extrêmement inquiétant parce que le monopole, par définition, bon, là, c'est l'économiste qui parle, son point d'équilibre est à un niveau d'activité beaucoup plus bas, parce qu'il cherche à maximiser ses profits tout le temps. Donc, il ne cherche pas à maximiser la satisfaction de la clientèle, il cherche à maximiser ses profits. Et donc, dans des pays où il y a des monopoles, le niveau d'activité économique est beaucoup plus bas, les profits sont beaucoup plus hauts et les salaires sont beaucoup plus bas que dans un régime de concurrence. Donc, ce qui m'intéresse dans ce que vous êtes en train de raconter, c'est qu'on voit une fois de plus cette espèce d'énorme pression exercée sur l'État qui a été capturé par ce qu'on peut appeler en termes clairs des criminels qui sont achetés. Tout à fait. Et en plus, pour rebondir sur ce crime prémédité, oui. Là j'invite les chefs d'entreprise, dans mon cas, à bien écouter ce que je vais dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement lorsque l'entreprise périclite et s'avère définitivement défaillante, c'est-à-dire soit en cas de dépôt de bilan ou soit en cas de cessation d'activité, que la garantie de l'État peut être actionnée. Donc c'est la première chose. Donc les banques, elles ont tout intérêt à mettre en défaut leurs emprunteurs PGE. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est la même chose. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous dites, qui est intéressant, la même chose s'est passée dans le système bancaire. On a fait disparaître toutes les petites banques locales, etc., pour les remplacer par 3 ou 4 banques de réseau qui sont des monopoles.
C'est ça. Et qui suivent les ordres du gouvernement. Donc, c'est un système qu'on voit partout. Si vous voulez, on est en train d'essayer de faire le même avec les hôpitaux, où on voit très bien que les hôpitaux sont en train de passer sous le contrôle de l'État, et plus du tout sous le contrôle, comme il était autrefois, des élus locaux et des médecins locaux. Donc, il y a toute une espèce de tentative de ramener le pouvoir économique au centre et de traire la population au maximum. Voilà. C'est étonnant. On nous traite comme du bétail. On nous traite comme du bétail. Nous, les petits entrepreneurs, on vaut même moins que du bétail. Oui, non, on vous traite comme quelque chose qui est nuisible. Tout à fait. Alors que c'est nous, les créateurs de richesse. Mais je croyais, j'ai pas les chiffres pour la France, mais pour les États-Unis, 90% des emplois sont créés aux États-Unis par des entreprises de moins de 10 personnes. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, si vous voulez créer... Les grands groupes ne créent jamais d'emplois. Ils n'arrêtent pas de nettoyer, ils n'arrêtent pas de faire ce qu'ils appellent dégraisser, ce qui est un nom horrible. Donc, c'est intéressant. Alors, bon, on a bien arrêté le problème. La solution n'a pas l'air bien difficile. Troisième question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez j'imagine, des propositions. J'ai la solution. Ben voilà ça. Vous êtes un vrai entrepreneur. Vous avez la solution. Ah oui. On va pas attendre. Bon, ils nous ont déjà traité. C'est pas eux qui vont la trouver, alors. Non. Bah eux, justement, ils cherchent la non-solution. Au profit de leurs amis. Au profit de leurs amis, c'est ça. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, bon, voilà, moi, c'est vrai que on va dire que je suis un battant. Je me laisse pas faire. J'ai pas l'âme d'un esclave. Et vous aggravez votre cas, là. C'est pas grave. Mais bah, justement, pour l'aggraver encore plus, j'ai envie de dire que le maître dépend de son esclave. Et quand l'esclave dit non, le maître meurt. Donc, chers amis entrepreneurs, je vais vous donner la solution pour faire en sorte que vous sortiez de votre statut d'esclave. Voilà, alors... Ils ne sont pas esclaves, mais on veut les transformer en esclaves. Bah, on les touche tous un petit peu, quand même. Oui. À partir du moment dans une entreprise, je sais pas, comme la mienne, où vous avez à peu près 80% de ce que vous payez en salaire qui va directement ou indirectement à l'État, ça finit par agacer, quoi. Vous savez, moi j'ai toujours une vieille blague que je raconte, mais je peux faire des blagues? J'ai le droit? Bon, bien sûr. Vous êtes gentil. Moi, on m'a raconté la fuite, vous savez, des Israélites d'Égypte, le passage de la mer qui s'ouvre. Vous avez lu ça, vous? Oui. Vous connaissez ça, bien sûr. Eh bien, la réalité, si vous voulez, c'est qu'ils ne sont pas partis parce que Dieu leur a dit de partir ou tout ça. C'est de la propagande. Ils sont partis parce que le taux marginal d'imposition était à 100%. Ça s'appelle l'esclavage. Voilà. Je crois que, dans le fond, l'exode d'Égypte, c'était une fuite fiscale. Tout à fait, on peut dire ça. Ça me paraît beaucoup plus logique que toutes leurs histoires sur le Sinaï ou tous ces trucs-là, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je dis des bêtises, là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a les deux. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Ce que je voulais dire, avant de donner la solution, j'aimerais bien que les internautes profitent de vos grandes qualités de financiers et d'économistes sur le côté que les banques ont joué avec l'argent des PGE sur les marchés financiers. Parce qu'en fait... mais c'est bien pire que ça, elles n'ont même pas besoin de votre argent. Si vous voulez expliquer ça, c'est ce que j'explique. Je viens faire il est sorti hier, c'est pour vous dire si c'est récent, un dossier qui est sorti sur l'Institut des libertés qui s'appelle « Comment réussir sa désindustrialisation ». Vous savez, et vous voyez la politique économique de la France depuis 40 ans, vous vous rendez compte que toutes les mesures ont été prises pour désindustrialiser. Et je les amuse, je vous donnerai le dossier si ça vous amuse, je vous l'enverrai. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où vous mettez les taux d'intérêt à zéro, comme l'a fait Draghi pour sauver l'euro, toutes les banques sont en faillite. Parce qu'elles ont des coûts à peu près 2% de leurs dépôts. Donc, si les taux d'intérêt sont à zéro, elles prêtent à zéro, alors que leur coût c'est 2, donc elles plongent. Alors vous savez ce que la BCE a fait? Elle a prêté aux banques 102, avec obligation de rembourser 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, une espèce de TPGE, là, votre truc, à 100. Donc on leur a fait... Donc, voilà. On a donné 2% des prêts aux banques, et avec ça on leur a dit, vous achetez de la dette italienne qui est à 3. Et donc, vous faites moins 2 plus 3 égale 5 avec de l'argent que vous a prêté la BCE. Et la BCE l'a imprimé. C'est un crime contre la monnaie. Et après ça, on a eu de l'inflation, évidemment.
Mais donc, les banques avaient même pas besoin de vous prendre votre fric. Et non. La BCE imprimait de l'argent pour compenser le fait que si elle imprimait pas de l'argent, qu'elle donnait gratuitement aux banques, comme ça à moins 2 en fait, même pas gratuitement, toutes les banques allaient faire faillite. Et donc, ils ont monté un système qui est tellement fou qu'ils sont obligés de mettre des emplâtres à gauche et à droite. Chaque emplâtre est plus gros que le précédent, mais en fin de parcours, vous ne pouvez pas vivre dans une société où il n'y a pas de taux d'intérêt, où il n'y a pas de taux de change. Ça ne marche plus, il n'y a plus personne ne peut faire des investissements. Donc, il y a derrière tout ça une espèce de volonté extraordinaire de créer un État européen dont les Européens ne veulent pas. Chaque fois qu'on leur demande, ils disent non. Donc il y a une espèce de coup d'État d'une classe dirigeante pour prendre le pouvoir et transférer toutes les souverainetés françaises vers ces pays-là, vers Bruxelles, et personne n'a jamais voté pour ça. Et ils utilisent la finance. Ils utilisent la capacité de la Banque centrale à créer de l'argent à partir de rien. Ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les PGE? Donc ça a été une opération hyper juteuse pour les banques prêteuses de PGE. En fait, vous payez combien sur les PGE? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bah, moi, je paye rien puisque j'aurais rien remboursé. Oui. Et je leur rembourserai jamais rien. Oui, et donc, je vais donner la solution aux autres entrepreneurs. Mais avant, quand même, je voudrais quand même dire en fait, ça a été une opération extrêmement juteuse pour les banques, l'histoire du PGE. En fait, ils ont récupéré leur mise tout de suite en se refinançant, ça s'appelle de la mobilisation, auprès de la Banque Centrale Européenne. Je vous le dis. Voilà, c'est ce que vous disiez. En fait, eux, en fait, c'est comme s'ils faisaient un emprunt. Eux, c'est un emprunt à 0%, voire à taux négatif. Et eux, les PGE, ils les attribuent avec un taux positif. C'est ça. Bah, ils ont fait le même coup. Plus le fait qu'ils peuvent vendre leurs créances à des sociétés qui appartiennent à leur groupe. Oui, qui sont pour les sortir du bilan. Voilà, et ils jouent avec cet argent, ça s'appelle de la titrisation, sur les marchés des capitaux. Et donc, en fait, c'est une opération hyper juteuse. Donc, en fait, ils consolident leur bilan et puis ils continuent à jouer sur les marchés financiers. Nous, les petits entrepreneurs, on continue à être leurs esclaves par la dette. Eux, ils ont tout récupéré et en plus, ils veulent nous mettre en plus en faillite, alors qu'ils ont déjà tout récupéré. Où va-t-on? C'est pour ça que là, je reviens sur ce que vous avez dit. On est face à un crime. On est face à un crime. On ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas laisser faire. Le problème, c'est qu'ils ont bâti des systèmes politiques qui fait que, si vous remarquez, il n'y a pas la moindre différence entre M. Juppé et M. Fabius. Enfin, donc, pendant 40 ou 50 ans, on a été gouverné par une classe unique qui prétendait qu'il y en avait qui étaient à gauche et d'autres qui étaient à droite. Mais en fait, c'était vraiment blanc bonnet blanc, quoi. Comme vous avez dit, j'ai vu une de vos vidéos la dernière fois, vous avez dit, ça m'a bien plu, vous avez dit, vous faisiez la différence entre la gauche et la droite. Alors, j'espère pas dire une bêtise, vous avez dit que la droite, eux, ils croient en Dieu, et la gauche, eux, ils croient au Père Noël, sauf que le problème, c'est que le Père Noël n'existe pas. Voilà, c'est ça. C'est Ronald Reagan qui disait ça. Voilà. Il avait quand même d'excellentes formules, cet homme. Ouais, tout à fait. Donc, alors, expliquez-nous la solution, parce que j'imagine que la solution, il n'y a pas d'autre solution dans tous ces problèmes, si vous voulez, c'est qu'à un moment, il faut arriver, si j'ose dire, au coup de fourche. Il faut que l'État et ses représentants aient peur. Alors, comment vous allez leur faire peur? Écoutez, moi, j'ai pas la tête d'un tyran, hein, contrairement à d'autres. Moi, j'utilise le droit. C'est un bon début. J'ai un excellent avocat spécialisé en droit des affaires, qui est devenu d'ailleurs, je le salue, hein, qui est devenu d'ailleurs l'avocat de mon syndicat. Parfait. Et donc, ce qu'on a fait, donc j'ai mis en demeure moi-même ma banque prêteuse PGE et je lui ai demandé de m'indemniser pour le préjudice que j'ai subi en m'accordant ce PGE. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un truc intéressant, c'est-à-dire que c'est un abus de crédit. C'est un peu ça, quoi. Parce que ça existe, en droit, ça existe. Vous savez, celui qui prête à quelqu'un dont il sait qu'il ne peut pas rembourser commet une faute. Voilà. C'est une sorte de soutien abusif à des entreprises en difficulté. Ça peut être aussi un prêt léonin. Voilà, c'est un abus de position dominante, en fait. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les entrepreneurs n'étaient pas en position de refuser quelque chose dont ils savaient que c'était une mauvaise affaire. Ah bah bien sûr qu'on pouvait pas, c'était pour éviter de mourir. C'était pour éviter de mourir. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas pris votre décision en connaissance de cause, puisque c'était en effet un contrat léonin.
et que donc vous allez en justice pour qu'on vous compense contre ce contrôle en un. Tout à fait, parce qu'en fait, faut savoir que le PGE, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un prêt comme un autre. Et donc, pour tout octroi de prêt, au minimum, la banque doit s'enquérir des capacités financières de remboursement de son emprunteur. Et elle n'a pas fait son boulot parce que c'était garanti par l'État. Oui, voilà. Mais elle devait le faire quand même. Oui. Elle devait le faire quand même. Parce qu'elles sont tenues un certain nombre d'obligations, de devoirs envers leurs emprunteurs. Bien sûr. Chose qu'elles n'ont pas faite. Pour faire simple, je tiens ça d'un avocat, je vais caricaturer un petit peu, excusez-moi. En fait, il y avait des stagiaires dans les banques, ils appuyaient sur un bouton sans aucune vérification et ils balançaient l'argent. Mais il y a dû y avoir une partie de cet argent qui a été balancée à des escrocs aussi, j'imagine. Ah, bien évidemment. Qui sont partis avec l'argent, je ne sais pas où, en Sicile par exemple. Ouais, par exemple. Non, je rigole, je sais bien, moi aussi je rigole. Donc c'est intéressant. Alors vous avez créé un syndicat et ce syndicat, et vous demandez aux gens d'en faire partie maintenant, tous ceux qui sont dans la même situation. Voilà. En fait, je leur demande de créer une force d'entrepreneurs courageux, déterminés, parce qu'il n'y a que les hommes et les femmes courageux et déterminés qui peuvent renverser le cours des événements. Oui. On ne va pas se laisser abattre. Je leur demande de nous rejoindre. Là, redonnez le nom du syndicat. Alors, c'est le CIRP, Collectif Syndical Interprofessionnel des Entrepreneurs Résilients et Proactifs. Alors, www.csierp.fr. Vous serez guidés. On a un kit pour commencer à écrire à vos banques. Donc, au départ, il y a plusieurs cas. Soit que la banque vous a déjà fait une relance parce que vous ne pouvez plus payer, ou bien vous n'avez pas commencé à payer comme moi, ou soit que tout simplement, elle ne vous a pas fait encore de relance parce que vous payez, mais là, il s'avère que maintenant, vous ne pouvez plus payer. Donc, il y a un courrier que vous pourrez adapter, que vous pourrez télécharger après être devenu adhérent au syndicat. Et suite à ça, vous allez gagner du temps, vous posez des questions légitimes. Et si malgré tout, les banques, comme elles ont fait avec moi, elles vous mettent en demeure, et pire, elles prononcent la déchéance du terme de votre PGE en rendant immédiatement exigible la totalité du prêt, et dans ces cas-là, pour que vous évitiez ça, je vous propose de faire ce que j'ai fait, et si vous le faites, vous aurez l'appui de mon syndicat au niveau de la procédure que vous lancerez. Donc en fait, première étape, vous pourrez télécharger les 2 courriers que j'ai indiqués, plus un 3e que je vais mettre en ligne bientôt. Ça sera le courrier de mise en demeure que j'ai fait et que vous pourrez faire à votre banque. Et comme ça... De mise en demeure, à quel sujet? En lui disant, arrêtez de me martyriser? C'est un peu ça. Arrêtez de me martyriser parce que si, parce que ça. Voici le préjudice que vous m'avez créé. Et voici ce que je vous demande en indemnisation de ce préjudice. Est-ce que votre syndicat ne pourrait pas se créer en un groupe qui porterait plainte soit contre l'État, soit contre les banques, au nom de tout le monde? Alors, justement, pour ça aussi, il faut qu'on obtienne une masse. Oui. Il faut qu'on obtienne une masse. C'est pour ça que là, je lance un appel aux entrepreneurs courageux. C'est ça. Donc, à ce moment-là, vous pourriez représenter une espèce d'intérêt collectif et vous auriez peut-être le droit d'aller en justice au nom de gens qui sont vos commettants. Tout à fait. Le syndicat peut rester en justice. Oui. Voilà. Mais dans un premier temps, parce que le temps joue en notre défaveur. Il faut qu'ils arrêtent les procédures tout de suite. Il faut bloquer. Parce que le problème, je vous donne mon exemple. Moi, heureusement, j'aurais coupé l'herbe sous les pieds. Donc, c'est ça que je propose aux gens, de couper l'herbe sous les pieds de leur banque. Parce que du jour au lendemain, ils peuvent prononcer la déchéance du terme du PGE et rendre immédiatement exigible la totalité du prêt. Et fermez votre compte. Voilà, et fermez votre compte et ils vous laissent 8 jours. Moi, il m'avait laissé 8 jours pour payer la totalité du prêt. Sinon, tribunal de commerce, redressement judiciaire, et c'était la fin. Donc en fait, je leur ai coupé l'herbe sous les pieds. Je les ai assignés devant le tribunal de commerce de ma ville. Et donc, voilà, je suis tranquille et là... Et vous attendez maintenant? Maintenant, on est parti pour au moins 1 an, voire plusieurs années. Pendant ce temps-là, de toute façon, j'ai rien payé et je payerai jamais rien. Et ils vous embêtent plus. Et en attendant, c'est pour ça que la justification morale de ça, c'est de dire dans le fond, si l'État nous avait bien foutu la paix et si on avait été comme en Suède, on nous avait pas enfermés et on n'avait pas tué notre business, j'aurais pas eu besoin du prêt. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est une faute lourde qu'a fait l'État avec cette histoire d'isolement, dont on sait aujourd'hui que ça marche pas du tout d'ailleurs,
Et donc, vous demandez réparation à l'État de ce préjudice compte tenu d'une décision complètement idiote qu'il a prise. Mais bien sûr, puisqu'en plus, c'est pour ça que je remplis encore le terme de crime. Nous, les petites entreprises, on n'a pas les capacités de remboursement. Voilà, encore une fois, j'ai donné tous les chiffres au ministre. Voilà, je suis désolé, quoi. Soit ils effacent ce PGE, comme d'autres pays l'ont fait, ou soit qu'ils le disent franchement, qu'ils veulent leur but, c'est d'écouter les injonctions de M. Klaus Schwab, c'est-à-dire transférer le patrimoine des classes moyennes, du moins le peu de patrimoine qui leur reste, vers les plus riches. Voilà, c'est ça. C'est pas tellement de transférer, c'est de créer partout des situations de monopole, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine... Vous savez, un type que j'aime bien qui s'appelle le docteur Raoult, que vous connaissez bien sûr, il a eu une phrase très profonde un jour, il était interviewé chez Sud Radio, il a dit, dans le fond, il y a deux sortes de sociétés. Vous avez les sociétés qui agissent sur l'obéissance et les sociétés qui agissent sur la compétence. Et dans le fond, le monde des petits entrepreneurs, c'est le monde de la compétence. Et le monde administratif, c'est le monde de l'obéissance. Et le monde de l'obéissance ne supporte jamais la concurrence des gens de la compétence. Et c'est même pire que ça, Monsieur Gave. Dernièrement, là, ça y est, apparemment, la crise dite Covid est terminée. Donc, ça y est, les fonctionnaires reviennent faire leur contrôle. Donc, dernièrement, on était tranquille avant, tant mieux. Mais bon, maintenant, ils reviennent, il faut bien qu'ils justifient leur salaire. Donc, j'ai eu un contrôle d'un inspecteur du travail récemment, là. Donc, le gars, je lui explique que j'ai du mal à recruter des gens suite à tout ce qui s'est passé, etc. Je lui donne des exemples. Et le gars, il nie. Il dit que c'est pas vrai. Donc, en fait, ils viennent vous contrôler comme si c'était rien passé. Et il nie les choses. Donc, en fait... Je me pose la question, ont-ils eu des consignes? Au lieu de nous laisser faire, essayer de faire repartir notre business qu'on a créé sur plusieurs années, sur le travail de toute une vie, non, on vient encore vous enfoncer. Ben oui, vous savez, c'est ce que disait, vous connaissez l'histoire, elle est célèbre, enfin c'était le patron des armateurs de Saint-Malo, les armateurs de Saint-Malo à l'époque étaient en très grande concurrence avec les armateurs anglais. Et Louis XIV est venu leur rendre visite et leur a dit « Comment je peux vous aider ?» Ils ont dit « Sire, surtout ne nous aidez pas. vous nous avez déjà assez aidés. » Je crois que la plupart des gens, encore une fois c'est une blague de Ronald Reagan, il disait le mot le plus dangereux de la langue anglaise, c'est « Je viens de la part de l'État, je suis là pour vous aider ». L'entrepreneur, il ne demande pas à être aidé. Il demande à ce qu'on lui foute bien la paix. Exactement. Qu'on lui foute bien la paix, qu'il paye les impôts et que ça ne change pas tout le temps, et qu'il puisse s'occuper de son business et le développer. Donc, cette idée que je vais venir vous aider, c'est une des idées les plus dangereuses qui soit. On n'a pas besoin d'être aidé. Non, nous, on ne demande pas l'aumône. Nous, on veut qu'on nous foute la paix. Voilà. Nous, on est des créateurs de richesse. Oui. On sait prendre des risques. Oui. On sait, voilà. On se casse la gueule, c'est bien triste, ma pauvre dame, mais c'est on rebondit. On n'attend pas que tout arrive sur un plateau. Non. En fait, vous l'avez dit aussi dans une autre vidéo, en fait, les gens qui sont au pouvoir, ils craignent les entrepreneurs. Ils craignent les entrepreneurs. Mais c'est je vous dis, pour eux, c'est l'ennemi naturel, parce que c'est ceux qui n'obéissent pas. Voilà, et on n'obéirait pas. En tout cas, les adhérents du CIRP n'obéiraient pas. Vous avez été un mauvais élève en classe? Non, j'étais un bon élève quand même. Ah bon, quand même. Parce que souvent, moi, les entrepreneurs, d'habitude, c'est des têtes de cochon. En général, ils n'ont pas fait des études particulièrement brillantes. Si, j'ai redoublé ma 4e. Ah oui, c'est un bon début. Moi, j'ai redoublé ma 4e, ma 3e et ma 1re. C'est pour vous dire si... Ah bon, d'accord. J'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Non, mais voilà. Il n'y a pas de fatalité. Mais non. Il n'y a pas de fatalité. Je vois là, sur Internet, là, il y avait encore un restaurateur. Oh oui, voilà, il va falloir rembourser le PGE. On n'en peut plus, on va fermer. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai créé un syndicat. Bon, ok, moi, voilà, je suis pas le président du plus gros syndicat patronal de France. D'ailleurs, que j'ai eu au téléphone. Je lui ai fait un mail. Il m'a fermé la porte. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a obtenu le marché C'est peut-être aussi parce qu'ils font les syndicats patronaux français au niveau le plus élevé.
ils sont peut-être pas mécontents que dans le fond on détruise un peu leur concurrence. Hein, Bah oui, je crois qu'ils sont pas mécontents du tout. Hein. Non, je crois que ça fait partie du deal. Quoi. Et puis je pense aussi qu'ils se nourrissent beaucoup sur la bête parce que ce monsieur dont je ne citerai pas le nom, mais tout le monde le reconnaîtra. Écoutez, comme par hasard. Il y a vraiment du hasard qui fait bien les choses. Hein. Il a obtenu le marché de la réfection de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Se nourrit-il sur la bête, ce monsieur ? En tout cas, il ne le fait pas à perte. Je suis bien tranquille. Voilà. Donc apparemment, lui, il a les capacités, parce que je crois qu'il a eu 1 million d'euros de PGE, lui. Il en a déjà remboursé la moitié. Hein. Il peut se permettre. Hein. Oui. Bon, alors nous, les petits, alors ce monsieur est censé représenter les TPE, PME, mais nous, c'est comme ça. Hein. Un prêt, ça se rembourse. Hein. C'est pas de chance. Hein. C'est vrai que ça me fait mal au cœur, hein. Surtout que ce monsieur, soi-disant, il se réclame de valeurs chrétiennes. Je ne sais pas où elles sont, ces valeurs chrétiennes, mais on n'a pas le même Dieu, visiblement. Vous savez, si vous lisez les évangiles, c'est un truc qui est évident dans les évangiles, alors qu'il sort, c'est que Jésus ne dit jamais à Pierre d'aller dire à Jean d'aller bosser pour faire la charité. Il dit, si tu veux t'en occuper, tu t'en occupes de toi-même. Donc, le message des évangiles, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, il en a rien à foutre des syndicats, si j'ose dire. Et c'est la deuxième, c'est tous ceux qui prennent des risques sont toujours pardonnés, tous ceux qui ne prennent aucun risque, les rentiers, ils vont toujours en enfer. Hein. Et donc, le message des évangiles, c'est la suprématie de l'individu et la sanctification de la prise de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous vous emmerderez toute votre vie. Je ne sais pas s'il y a une vie après, mais en tout cas, vous vous emmerderez toute votre vie. Donc, vous serez en enfer toute votre vie. Exactement. Prendre des risques, c'est quand même accepter de rigoler. C'est pas idiot, hein? Tout à fait. Mais prendre des risques, pour moi, c'est presque une joie de prendre un risque. Et puis... Bah oui, on s'accomplit à prendre du risque. Oui. Et quand on a le résultat de notre prise de risque, c'est vraiment... Alors si ça m'a pas marché, on n'en parle pas à sa femme, mais voilà quoi. Voilà. Bien, on lui en parle. Elle le sait. Ça va sans dire. Mais voilà, il n'y a pas de fatalité, mes chers confrères. Écoutez, honnêtement, je le dis à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent bien nous écouter, il faut que tous ceux qui sont dans cette situation doivent aller dans votre syndicat. Merci beaucoup, monsieur. Doivent s'inscrire et doivent peser parce que on vous a fait un tour de cochon. Ah oui, non, mais là, remplacer du chiffre d'affaires par de la dette, c'est non seulement une ineptie, mais c'est une tromperie. Oui. C'est une tromperie. À un moment donné, stop. Il eût mieux valu que le gouvernement prenne, 20% de votre affaire et vous l'achète au prix du TPG, là, puis voilà. Puis ensuite, vous auriez racheté petit à petit au fur et à mesure que vous faisiez aider, ça aurait été plus malin. Bah oui, mais bon, apparemment, c'est pas le chemin... Non, parce qu'ils prennent jamais le chemin de la propriété. Ils prennent toujours le chemin de l'accroissement du rôle de l'État. Exactement. C'est ce que je montre dans mon papier que j'ai fait, là. Alors, oui. Moi, en fait, je propose plusieurs futurs. Oui. Il y a plusieurs... Du moins, non, je propose un futur, pardon. Il y a plusieurs futurs qui s'offrent aux entrepreneurs de ce pays, qui sont étranglés par la dette PGE. Donc, en fait, moi, le futur que je leur propose, c'est un futur désirable où cette dette illégitime sera effacée et où ils vont pouvoir reprendre leur business comme avant et encore mieux qu'avant en étant soutenus par un groupe potentiellement très important. Parce que sur 200 000 entreprises, dans mon cas, rêvons un petit peu. 1000, 10 000, ça y est, en 2 jours, c'est terminé. Oui, à ce moment-là, le gouvernement cède tout de suite. Voilà, et donc, on va les faire céder. Mes chers confrères. Voilà. Ayez confiance en vous. Confiance en vous. Écoutez, on va conclure là-dessus, parce que je vois qu'on a déjà tourné 1 heure. Vous voyez, le temps passe vite quand même. Hein. En tout cas, moi, ça m'a paru rapide. Et puis, mais encore une fois, vous avez votre sort entre vos mains, c'est comme ça qu'il faut le dire. Tout à fait. Vous ne vous laissez pas massacrer. Exactement. Libérez-vous intérieurement. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout à fait. Tout à fait. C'est la phrase qui est dite le plus dans la Bible. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Même si on connaît comment fonctionne notre président, pour qui il fonctionne, on connaît ses méthodes. Mais il fait pas peur. Voilà. Il a peur tout le temps. J'ai été à côté de l'Élysée hier. C'est absolument extraordinaire. C'est un bon cœur. Ce type a peur. Voilà. Parce que vous voyez, il y a des chevaux de frise, il y a des automitrailleuses, il y a des... Mais vous dites, mais de quoi a-t-il peur? Mais voilà, de quoi a-t-il peur?
Voilà. Il a peur des Français? Bah, il a peur des Français. Mais nous, Monsieur Macron, je vous le dis droit dans les yeux, si vous me regardez, nous n'avons pas peur de vous. Nous sommes des entrepreneurs. Voilà. Allez, zou. Voilà. Ça me paraît une bonne conclusion. On n'a pas peur. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que cette vidéo va bien marcher parce que elle est importante. Merci beaucoup, Monsieur Gave. Mais je vous en prie. Et ravi de vous avoir réussi. Merci.